Génial. Fait que bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance d'information pour le défi sportif au Kilimandjaro de la Fondation du CHU. Euh, donc, le déroulement de la soirée, en fait, c'est simple. Là. On va vous demander, comme j'ai dit, d'ouvrir vos caméras si ça vous chante. C'est le fun aussi, c'est ça, là, de voir vos réactions, puis de parler à des visages. Idéalement, vous pouvez garder vos micros fermés pour pas créer d'interférence là, quand Pierre et moi, on parle. Mais si vous avez une question, on pourra, là, bien sûr, ouvrir les micros. Ou aussi, n'hésitez pas à utiliser le chat le clavardage, là, si vous avez des questions tout au long de la rencontre. Mais pour le rythme de la rencontre, on va faire une période de questions à la fin. Donc, n'hésitez pas là, à les noter, soit dans le chat pour pas les oublier, ou vous, puis on pourra là, faire une période de questions à la toute fin. Fait que voilà. Euh, Sinon, on est qui? Moi, je suis Sandrine, je suis coordonnatrice aux événements à la Fondation du CHU et je suis accompagnée de Pierre, qui est président de Santé du Monde, qui est notre agence là, avec laquelle on fait affaire. Pierre va pouvoir là, vous en parler plus. Voilà. Donc, comme je disais, là, la présentation, ça va être en gros là, de vous présenter un peu c'est quoi le défi sportif, c'est quoi la Fondation du CHU. Ensuite, Pierre va pouvoir introduire les Sentiers du Monde, qui est notre agence avec laquelle on fait affaire. Le trek en tant que tel, donc le défi Kilimandjaro. Il y a aussi des extensions possibles, comme on avait mentionné là, dans le formulaire d'inscription ou dans nos vidéos, qu'il y a la possibilité de rester sur place pour faire un safari. Donc, on va en parler aussi. Les coûts reliés à ce défi. Et ensuite, là, les prochaines étapes de confirmation, puis de dépôt, puis tout ça, si vous embarquez dans le défi. Il y a aussi la collecte de sociofinancement dont on parlera et la séance de questions. Donc, voilà. La Fondation du CHU, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est qui? Donc, on est en fait là, une fondation que notre mission, c'est d'améliorer les soins de santé ici offerts en Estrie en général, plus particulièrement là, à l'hôpital Fleurimont, l'Hôtel Dieu et le centre de recherche. Donc, en gros, on investit dans les soins de santé par l'achat et le renouvellement d'équipements, l'humanisation des soins, la recherche et bien d'autres volets soutenus par la Fondation du CHU. Le défi sportif, lui, c'est quoi en fait? Bon, c'est oui, un très beau voyage, mais c'est aussi une opportunité de se dépasser. Donc, une façon originale de redonner à la cause tout en repoussant nos limites. Donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est pas la première édition du défi sportif. Donc, il y a eu déjà 6 éditions passées. Euh, donc, Tango, le Groenland, le Maroc en 2022. Le Maroc en 2023, on l'a refait car il y avait encore une demande là, d'un nouveau groupe qui voulait refaire la destination. Le Japon, le Pérou, là, où ça fait un mois tout juste là, que notre groupe vient de revenir. Et il y aura aussi le défi Corse en mai 2026. C'est pourquoi le Kilimandjaro sera la 8e édition. La 7e sera la Corse là, qui n'est pas faite encore, mais on est en vague d'inscription pour celle-là aussi. La séance d'information était la semaine dernière. Fait que si après la rencontre, là, vous sentez que vous seriez intéressé aussi à avoir plus d'infos sur la Corse, je vais vous envoyer toutes les informations aussi du lien pour la Corse si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc, le défi sportif, je l'ai dit, c'est un beau voyage, c'est un dépassement de soi, mais c'est quoi aussi? Mais c'est surtout une très belle gang. Donc, on est à la 8e édition, cette 8e, et il y a des participants qui en ont fait 2, même 3. Donc, ça prouve à quel point c'est une expérience unique que les gens apprécient. Et après chaque année, on envoie un sondage aux participants pour avoir leurs commentaires et leurs suggestions de destination. Et on vous a entendu, là, il y a beaucoup de gens qui voulaient réaliser le Kilimandjaro. C'est pourquoi on l'a proposé, puis on a fait nos recherches là, pour pouvoir le proposer. Donc, je pense même qu'il y a plusieurs personnes connectées ce soir qui ont vécu des défis sportifs, là, dont je vois Yolande et autres. Fait que si jamais il y en a à la fin de la séance d'information qui voudraient partager leur expérience, vous serez les bienvenus à le faire, là, si jamais le cœur vous en dit. Je pense que ça peut être intéressant pour les personnes connectées d'avoir votre expérience aussi à vous.
Fait que voilà. Pierre, je te laisse la parole. Alors, c'est toi qui vas faire le changement de diapo pour moi, Oui. en espérant que ça va bien. Parce que Hmm. la semaine dernière, il y avait un petit délai entre les diapos. Alors, bonjour, je me présente. Moi, je suis Pierre Couture. On a créé Sentier du Monde. Ben, j'ai créé Sentier du Monde il y a tout près de 15 ans maintenant. Au départ, pour justement venir en aide à une fondation et on faisait du trek. Donc, j'avais déjà une agence de voyage et on a créé le tour opérateur pour pouvoir mettre en place pour les treks. Et bon, en cours de route, la demande a fait qu'on a élargi l'offre de ce qu'on fait. Donc maintenant, on a encore une partie qui est très sportive, donc comme le Kilimanjaro, le Pérou. Mais on a aussi le trek qui est un peu comme plus soft adventure, où est-ce que les gens vont pouvoir aller marcher à travers des villages un peu en Europe ou un peu partout dans le monde. Et on a aussi la dimension plus, je dirais, plus touristique, mais en petits groupes ou en privé, puis toujours avec de l'intégration dans les communautés. Alors, vous voyez une carte de la Terre ici. Tout ce qui est en jaune, c'est ce qu'on fait tout le temps. Et ce qui est en gris, ben, il y en a là-dedans qu'on y va par demande. Mais tout ce qui est en jaune, c'est vraiment chaque pays qui est là. On a des programmes sur ces pays-là et on a des ententes avec nos partenaires à l'étranger. Et c'est des gens qu'on connaît. Donc, c'est assez facile à travailler avec eux et on a confiance en eux. On a des critères pour pouvoir s'assurer que c'est un bon produit et que c'est sécuritaire et que les gens sont assurés, qu'ils font partie d'organisations internationales comme l'IATA pour être sûr que quand on fonctionne avec eux, tout est correct et sur les normes internationales. Donc, on va commencer notre présentation. Bon, tu vois, là, les deux images sont embarquées une par-dessus l'autre pour moi. Donc, l'ascension du Kilimanjaro va se faire du 4 au 15 octobre. Le 4, c'est bon, on a mis des dates, pas les dates sur place, mais les dates pour prendre les vols. Donc, normalement, on prendrait un vol le 4 octobre et on serait revenu au Québec pour ceux qui feraient que le trek le 15 octobre. Je vais vous parler des vols tout à l'heure. Normalement, on fait un groupe sur les vols, mais là, on est obligé de le faire séparer, étant donné qu'il y a des gens qui vont faire le safari. Donc, je vous l'expliquerai plus tard. Donc, on prendra un vol le 4 octobre. On va arriver sur l'Afrique. Vous voyez le petit cercle qui est en plein milieu de l'Afrique. C'est là où est installé le Kilimanjaro, la Tanzanie. Là, plus proche, on voit vraiment le parc du Kilimanjaro. Donc, nous, on va arriver sur Arusha et c'est la partie où est-ce qu'on va faire le trek. Donc, on peut voir tous les coins. Et la route qu'on va faire, la route, ouais, c'est ça, pour se rendre au sommet, c'est le Matchamé. Donc, vous voyez tout ce qui est en rouge, la Matchamé route. Bon, ça allait vite. Matchamé route. Donc, vous pouvez voir Matchamé Camp, Shiraz Camp, le Barako, Karanga, Barafou, le Huru. C'est quand on va arriver en haut. Et après, on va redescendre jusqu'en bas. Donc, c'est vraiment la route rouge que nous allons faire sur 8 jours, 7 jours, 6 nuits. Donc, on continue. Donc, le nombre de participants, c'est entre 12 et 15 participants. Nous allons avoir 3 nuits dans un hébergement, hôtel, lodge, qui est à Arusha, en arrivant, 2 nuits en arrivant et 1 nuit à la fin, et 6 nuits en camping dans le trek pendant la montée. Sur place, on va être 10 jours, 9 nuits, c'est le terrestre, 12 jours avec les vols. On est en privé, donc l'équipe qui va être avec nous, c'est vraiment le groupe va avoir toute son équipe privée avec elle, donc les marcheurs, etc. Et à la fin, je vous montrerai, vous pouvez faire une extension d'un safari et ou Zanzibar à la suite du trek. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui vont dire, je ne ferai pas le safari, mais je veux vraiment prendre un 3 jours de plage à Zanzibar, me reposer avant de repartir. Donc, les gens ont le choix. Ou prendre les deux, c'est comme vous voudrez. Donc, on arrive à Kilimanjaro, qui est à l'aéroport qui est juste à côté d'Arusha. Ça ne prend même pas 1 heure de se rendre à Arusha. Donc, on va arriver sur Arusha et on s'en va à notre hôtel. C'est un lodge, comme vous disiez, River Trees Country Inn. On va être là pour 2 jours. Donc, on va arriver le 5 on arrive le 5, attendez un petit peu, vers l'après-midi, je crois. Et, oui, c'est ça.
Donc, on va arriver vers la fin de la journée et on va dormir là. Le lendemain, c'est libre toute la journée pour se reposer et on va redormir là avant de partir pour commencer notre trek. Donc, le jour 1 et 2, nous sommes là. Les lodges, comme vous verrez tout à l'heure aussi dans les safaris, les tentes, c'est toujours très, très, très confortable. C'est facile. La nourriture elle est excellente. On travaille avec des gens dont la nourriture, ils font prendre attention. La journée qui est libre, le dîner, le midi, il est libre parce que les gens, souvent, vont partir et vont aller se promener dans Arusha. Aller se promener, c'est le temps d'aller faire un tour dans les marchés, aller voir un peu comment les gens vivent là-bas. Marché intérieur, marché extérieur, il y a beaucoup de Maasai aussi qui se promènent. Ou bien, on passe la journée sur le bord de la piscine à siroter un petit cola, le temps de se préparer pour le lendemain matin. Vous voyez un peu les lodges, comment ils sont installés. Donc, la troisième journée, on va partir le matin. Nos guides vont venir nous chercher. On va partir avec des véhicules qui vont nous emmener à la porte de Matchamé, qui est à 1800 mètres, mais Arusha est à peu près à 1200 mètres. Là. Donc, parce que le plateau de la Tanzanie, où est-ce qu'on est dans cette région-là, on est toujours entre 1000 et 1500 mètres au bord. Donc, on va monter à 1800 mètres pour se rendre à l'entrée. On part avec des véhicules comme ça qui nous emmènent jusqu'à la porte. Et là, on va rencontrer toute notre équipe pour se préparer pour commencer notre ascension. On est une très, très grosse équipe. Je pense que la diapo d'après va nous montrer le nombre de gens qu'on est. Non? Ah! Je vais le montrer un peu plus loin. Donc, notre première journée de trek, on part dans Matchamé Gate à 1900 mètres et on va monter à Matchamé Hout ou le Matchamé Camp à 3000 mètres. Ça prend 5 heures, c'est sur 11 km. C'est une ascension de 1100 mètres qu'on va faire dans la journée. Quand j'explique que c'est les temps de 5 heures, c'est vraiment des temps de marche de 5 heures. Donc, ce n'est pas des temps d'arrêt. Donc, en général, avec le port, on devrait arriver là dans le milieu de l'après-midi à peu près. On change. Donc, on part de Matchamé Route et on va monter à Matchamé Camp, comme je vous disais. Fait que vous voyez, je vais vous faire à toutes les journées, on va voir où est-ce qu'on va. Donc, notre départ, on va le faire avec 4 à 5 guides de montagne, francophones et anglophones, parce qu'entre eux, ils se parlent en anglais. Donc, c'est certain qu'il va y en avoir qui sont en anglais, mais le guide principal, il est en français, il parle français. On va avoir 2 cuisiniers et on va avoir de 35 à 42 porteurs. Ça veut dire, ça dépend comment on est de gens. Si on est 12, ça va être autour de 35. Si on est 16, 17, ça va être 42 porteurs, selon le nombre de participants. Ils traînent tout. Les tentes, la tente de cuisine, même la toilette, parce qu'on a une tente toilette. Ils amènent tout, le kit pour faire à manger. Et c'est assez surprenant le type de nourriture qu'on fait dans des tentes. On l'a vu, ceux qui sont venus au Pérou, ils l'ont vu. La nourriture, c'est assez incroyable qu'ils arrivent à faire de la nourriture de restaurant dans du camping. Donc, on part et vous allez voir qu'en partant, on est vraiment dans la jungle. Et au niveau d'Arusha, la température à l'époque qu'on va être là, c'est à peu près 25, 26, 27 degrés dans la journée au soleil et dans la nuit, c'est 15 degrés. À mesure qu'on va monter le Kili, à chaque 1000 mètres, on perd 6 degrés de jour, 6 degrés de nuit aussi. Donc, en montant, la température va changer, la végétation va changer et plus on va monter, plus on va avoir besoin d'équipement un peu comme l'hiver. Vous voyez le genre de nourriture qu'ils nous font. On arrête le midi. Il y a des midis qu'on va avoir des lunchs plus chauds que d'autres midis. Et le soir, on mange vraiment de la nourriture chaude. Donc, ils sortent tout l'équipement, ils s'installent et lorsqu'on arrive, ils nous servent à manger. On continue. Vous voyez comment est-ce qu'ils fonctionnent, eux autres? Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. Ils ont des immenses paquets sur la tête. Ils partent avec ça puis ils traînent toute la dynamique. Donc, ils portent nos choses. On se rend à Matchamé Camp. Vous voyez 2835, je vous disais 3000, c'est parce que nous autres, on est à Matcha Hutte, un petit peu plus loin. Donc, il y a une hutte pour un garde de parc. Donc, nous autres, on va camper juste en arrière. Fait qu'on arrive, on s'installe. On est encore dans la végétation à ce niveau-là. Et on s'installe pour la nuit dans nos tentes. On va avoir des tentes de 3 personnes, mais on va être 2 dans chaque tente. Ce n'est pas des tentes à 2, c'est des tentes à 3, mais on est 2 par tente. Le lendemain matin, on va se lever. Ça va être notre deuxième journée de trek. On part de Matchamé Hout, puis on va se rendre au plateau Shira,
qui est à 3800 mètres. 4h30 de marche, 5 km. Vous voyez qu'il y a des journées qu'on va marcher. Quand le temps et le kilométrage est moins long pour le temps, c'est parce qu'il y a des dénivelés qui sont plus raides un petit peu. Donc, cette journée-là, le dénivelé de 800 mètres, on va le sentir en partant, puis après ça, on tombe sur des plateaux. La technique du Kilimandjaro n'est pas nécessairement une technique très difficile comme si on allait faire les camps de base de l'Everest. Parce que c'est moins technique, parce qu'il y a quelques montées, mais on est plus sur des plateaux, on est sur des descentes, on remonte. Donc, techniquement, ce n'est pas là que c'est difficile, c'est plus l'acclimatation à l'élévation. Donc, on part notre journée, on va partir du Machame Camp à Chira, et vous voyez, Chira, là, juste à temps, là, il y a un bout qui monte justement pour se rendre au plateau en haut après ça. Donc, quand on va partir, vous voyez, ça l'était la petite toute que je disais là, pour les gardes. On continue. Donc, on a nos premières montées. À mesure qu'on monte, je vous disais que vous allez voir, là, on commence à changer de végétation. On va tomber dans de la roche un peu plus et la végétation est plus au sol. Et comme de raison, à mesure qu'on avance, on voit toujours le Kilimandjaro en avant de nous, qui est assez majestueux, quand on pense que dans quelques jours, on va monter au-dessus de ça. On continue et à mesure qu'on s'en va, on est dans les rocailles, dans la roche. Et là, vous voyez ici, on est comme vraiment, justement, je vous disais qu'il y a des plateaux. Fait qu'il y a des bouts qu'on marche sur des plateaux. Fait qu'un coup qu'on est rendu sur le plateau du Chira, là, on va marcher jusqu'au campement. Sur le plat. On arrive à notre camp, on s'installe pour la nuit et on mange dans la tente. On nous fait des crêpes, toutes sortes de choses. Et la nuit, on est dans une période au mois d'octobre où est-ce que c'est la période sèche au début octobre. Donc, normalement, on devrait avoir des ciels hyper étoilés et une vision très, très belle de tout ce qui est autour des montagnes aussi autour. 5e journée, là, première grosse journée d'acclimatation parce qu'il faut commencer à s'acclimater parce qu'on va monter assez haut. Donc, du plateau qui est à 3800, on va se rendre à Barranco qui est à 3985, mais on s'en va à Lava Tower qui est à 4006. Donc, on part de 3008, on monte à 4006 et on redescend à 3985. Donc, on va dormir 185 mètres plus haut que la veille et on va prendre notre lunch à Lava Tower. Donc, là, comme vous pouvez voir, c'est 7h30 de rando, une distance de 10 km. On monte de 800 mètres et on descend de 615 mètres. On le voit ici sur la diapo, on part du camp Chira et on s'en va à Barranco. Là, tranquillement, on s'approche vers le sommet. Et en s'en allant vers Lava Tower, Barranco, on va traverser, on va commencer à voir les glaciers de Bico. On continue. Et ça change aussi. Là, on va s'approcher vers de la rocaille qui est la lave séchée. C'est un volcan hein, au départ, donc on arrive vis-à-vis de la Lava Tower, qui est la tour de lave en réalité, et la roche est beaucoup plus de la roche calcinée qui vient des éruptions qu'il y a déjà eu sur le volcan. On va prendre notre lunch en haut, et après on se remet à descendre. On va passer par le sud du pic Kibo, et on va commencer à voir déjà nos gros glaciers. Et on va se rendre jusqu'à Barranco pour aller dormir là. Donc, on a monté de 1000 mètres et on a redescendu à peu près là. Et on va aller dormir en bas. Là, vous voyez qu'il y a encore un peu de végétation. C'est quand même étrange parce que c'est une végétation qui ressemble un peu des fois à des cactus. Mais là, à partir de là, après ça, il n'y en aura plus. C'est vraiment, ça va être du lichen. Donc, on dort là. Notre 6e journée, journée pas trop difficile parce que, justement, la journée d'après, elle va être plus dure. Donc, on va partir de Barranco, se rendre à Caranga, 5h30, 5 km, fait qu'on ne marche pas vite. On monte de 350 mètres, on descend de 270 mètres. On le voit ici. Parce qu'à partir du Caranga, là, après ça, on va se mettre à monter. Là. Donc, on continue. Ici, on a ce qu'on appelle la muraille de Barranco. Souvent, les gens disent « Ah, c'est une muraille qui est très difficile à passer. C'est la partie la plus technique du Kili. »
c'est vrai et c'est pas vrai. Il n'y a pas de cordage, c'est pas difficile. C'est une montée, mais ça a l'air beaucoup plus à pic que ça l'est. Si on va voir dans l'autre diapo, vous allez voir l'autre slide, on va voir en bas quand les gens montent, vous voyez que c'est beaucoup plus large. Donc, de toute façon, je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un était tombé de là. Et les guides et les porteurs sont avec nous. Fait que si jamais il arrive un problème, ils sont là pour nous diriger. Mais ça monte assez facilement. Ça a l'air très, très, très massif, mais lorsqu'on est dedans, c'est moins massif. Cette journée-là, on voit, comme je vous disais, on voit les glaciers du Kibo. Là, ça a l'air un petit moton de glace. C'est l'équivalent peut-être des édifices de 8, 10, 15, 20 étages de haut. C'est vraiment des immenses glaciers. C'est pas un petit moton sur le coin de la rue ici avec la neige qu'on a eue aujourd'hui. On continue. Et là, on arrive au camp Karanga. On est presque à 4000 et on s'installe là pour notre nuit. Vous voyez, là, on est vraiment dans du lichen. Là, on n'est plus. La petite tente blanche qu'on voit là, c'est une toilette. C'est une vraie toilette. Fait qu'il traîne la toilette à tous les jours, il la défend, il la ramène. Puis quand je dis une vraie toilette, là, c'est vraiment une toilette, un bol de toilette, là, comme on a chez nous. 7e journée, donc là, on commence vraiment à monter. Et on part de Barranca, on est à 3995, on va se rendre à 4675. Et Barafou, c'est le camp de base du Kili. Donc, généralement, c'est vraiment le camp de base de là pour monter au sommet et revenir. Donc, pour se rendre là, cette journée-là, c'est une petite journée, c'est 3,5 km, 4 heures, très lentement, fait une petite ascension, parce qu'on veut arriver dans l'après-midi, début de l'après-midi, pour avoir le temps de se reposer, pour vraiment manger puis se coucher de bonne heure parce que la nuit d'après, on va se réveiller dans la nuit. On va se lever dans la nuit pour monter. Donc, on part de Karanga, on s'en va à Barafou et qui est vraiment pas très, très loin. On fait juste monter un peu. Et comme je vous dis, on veut être là dans l'après-midi. Donc, vous voyez les sentiers, c'est plutôt, on s'en va plutôt sur des sentiers qui sont en pente légère, qui nous amènent tranquillement vers la partie pour aller au sommet. Vous voyez des sentiers encore aussi. On voit à gauche, là, si tu reviens, c'est l'autre slide d'avant, Sandrine. On voit à gauche là, les gens, là, ils sont petits, là, sur la slide de gauche. Donc, les gens, c'est là-dedans qu'ils montent. On monte jusqu'en haut, mais c'est pas très à pic. C'est toujours en montée, mais ça se fait bien. Donc, on arrive en haut et on s'installe pour la nuit. Là, c'est plus froid. La nuit, ça va descendre probablement à 0 et en bas de 0. C'est notre équipement d'hiver qu'on va avoir emmené. C'est de là qu'on va en avoir besoin dans la nuit à partir de là. Donc, on se couche de bonne heure. On mange tôt dans l'après-midi. On se couche de bonne heure parce que le lendemain, on va partir à minuit. Donc, notre 8e journée, on part de Barafou, 4675. On monte à 5895 et on redescend à 3100. Je vais vous l'expliquer. On part à minuit. Ça nous prend 6 heures à peu près à se rendre au sommet, 6 à 7 heures se rendre au sommet. On descend au sommet, on ne reste pas là très longtemps. On descend après ça, ça nous prend 3 heures pour revenir à Barafou, camp de base, se reposer et après, on reprend un autre 3 heures pour descendre jusqu'à -4. Donc, on a un trek cette journée-là d'à peu près 12 heures. C'est 10 km. On va faire une ascension de 1220 mètres et on redescend 2795 mètres. C'est une bonne journée. C'est pour ça qu'il faut arriver de bonne heure la veille, prendre le temps de dormir, se reposer. Mais ça va faire déjà 6 jours qu'on est en altitude, qu'on monte tranquillement. Donc, l'acclimatation, on a eu le temps de s'y faire. Donc, vous voyez ici sur la slide, on part de Barafou, on monte au pic Ourou et on redescend Barafou et après, on descend à -4. Donc, on se couche, minuit, on se fait réveiller avec un petit thé chaud, une petite collation et on part. Des lampes frontales et on monte. Là, c'est vrai qu'on est habillé en hiver parce qu'en haut, il devrait faire autour de -20. Fait qu'on n'arrive pas là avec Bermuda. Je dis ça, là, puis il y a des fois qu'il a déjà fait chaud en haut. J'ai déjà vu des gens qui ont monté et qui faisaient moins froid que ça. Mais normalement, ça devrait tourner autour de -20 avec du vent. Donc, c'est vraiment de l'équipement chaud
parce que c'est comme l'hiver. On arrive vraiment en haut. Et c'est surtout le vent qui donne l'effet très, très, très froid. On voit en arrière le Moisa, qui est l'autre côté. C'est un autre pic. Il y a comme 2-3 pics là, qui fait le tour du Kilimandjaro. Donc, on continue à monter. On va arriver en haut sur Stella Point, qui est il va être à peu près 6 heures du matin. Et de là, on va se rendre à Uhuru Point, le pic. Et là, normalement, on arrive vers 7 heures, le lever du soleil. On prend des photos. On prend des photos avec la place à côté où est-ce qu'on dit qu'on est rendu en haut. On fait partie dans des grands sommets à travers le monde et on est sur le toit de l'Afrique. C'est le plus haut sommet d'Afrique. Donc là, on voit 360 et à partir de là, on redescend. On prend nos photos. Allô, allô, tout le monde est énervé et on redescend immédiatement pour ne pas rester trop longtemps, pour justement que l'élévation vienne jouer sur notre corps. On se remet à descendre, comme je vous disais, et on se revient au camp de base, Barafou. On se repose et nos marcheurs défont tout l'équipement et repartent avec nous. Et là, on descend jusqu'à la porte Moike Camp. C'est pas la porte, mais c'est vraiment le camp où est-ce qu'on va aller dormir. Donc, on va être à 3100. Là, on commence vraiment à descendre. 3100, on devrait plus sentir vraiment d'élévation. En bas de 3000, généralement, on ne sent pas, mais comme on va avoir monté très haut en venant là, on devrait se sentir assez bien. On relaxe. On va être probablement dans le milieu de l'après-midi. On prend notre temps, on dort. Et le lendemain matin, on part du camp pour s'en aller à la porte, Moika. Et on descend de 3100 à 1700. Donc, on descend 1400 mètres, 9 km, 3 heures. Et quand on va arriver à la porte, on va avoir... Oups, on n'a pas la porte. Là, vous voyez ici, comme on descend. Là, nos guides et nos porteurs, ils descendent tous les sacs et l'équipement. Là, on redevient dans la végétation. On n'a plus besoin de notre équipement d'hiver. On enlève tout ça. On arrive en bas, il fait chaud. Et lorsqu'on va arriver à la porte en bas, on va avoir nos diplômes comme de quoi qu'on a gravi le sommet du Kili. Et de là, nos chauffeurs vont être là. Ils vont venir nous chercher. Et on s'en retourne vers Arusha. On va arrêter dans la petite ville de Moshi. On va aller prendre notre lunch là. Et on continue à Arusha. On retourne au même hôtel qu'on était quand on est arrivé, au River Trees Country Inn. Et on s'en va finir notre journée là tranquille, prendre un petit verre de champagne pour fêter, parce qu'on a fait la montagne, et on dort. Et le lendemain matin, ça va être libre toute la journée jusqu'à temps que le vol part. Les vols qu'on a trouvés en ce moment, ils partent. Attendez un petit peu. Ils partent à 9 h le soir. Donc, on a la journée de libre au complet pour relaxer, se promener dans Arusha, prendre notre temps, puis arriver à l'aéroport vers 6 h pour prendre notre vol vers 9 h. Pour ceux qui veulent partir, ils vont pouvoir partir cette journée-là. Ceux qui décident de prendre l'extension Safari, ils vont partir déjà cette journée-là dans la journée pour s'en aller vers le parc, vers les grands parcs. On switch? Ah oui, excusez. Là, je vais vous expliquer les coûts du trek. Là, après ça, je vous dirai celui du Safari. Donc, les coûts, c'est 5 229 $ le rabais comptant. Si vous payez avec carte de crédit, 5 369. Le dépôt pour le 1er janvier 2026, c'est à 2 000. Le paiement final, 3 369. Puis les frais d'annulation, 1 000 $. À l'intérieur de ça, ce qu'il n'y a pas d'inclus, je vous le dis tout de suite, c'est les vols. Parce que normalement, on fait un vol de groupe. Pour faire un vol de groupe, il faut être minimum 10. Il faut être minimum 10, mais 10 qui partent et 10 qui reviennent. Donc, si on est 16, puis il y en a 10 qui reviennent, on est correct. Mais s'il y en a 8 qui décident de faire le safari, on vient de tomber à 8, le groupe n'existe plus, je ne peux plus avoir le contrat de groupe. Ce qui fait que, idéalement, pour avoir le meilleur tarif, c'est plutôt d'y aller à l'individuel. Je vais vous dire tout à l'heure ce qu'on a trouvé déjà. Et si les gens ils vont à l'individuel, mais s'ils disent OK, on prend ça, ben ça va être plus simple de même. Fait qu'il va y avoir un tarif vol. On a trouvé qu'ils sont à 2000
2100. Quand c'est en groupe, c'est 2005. Fait que c'est déjà plus intéressant. Puis je vous donnerai les dates tout à l'heure. Ce qui est inclus, c'est l'entrée au Parc national Kilimandjaro. Il faut savoir que l'entrée du parc est à peu près au même coût que tout le trek qu'on va faire avec toute l'équipe. Le coût que ça coûte faire le trek, c'est à peu près le même coût rentrer dans le parc. Tous les transferts mentionnés, le prix est post-nuit à Arusha dans l'hôtel où est-ce qu'on va être, dans le lodge plutôt. Demi-pension, parce que souvent les gens vont partir ou de la dernière journée ou dans la journée, ils vont aller se promener. Fait que c'est pour ça que je mets de repas sur l'heure du midi. Tout le matériel de camping durant l'ascension, les tentes d'alpinistes, 3 places pour 2, la tente messe pour les repas, les matelas mousse, les tables, les chaises. Je ne l'ai pas écrit, là, mais les sleeping bags aussi. Service privatif, on va avoir 4 à 5 gates de montagne, 2 cuisiniers, 35 à 42 porteurs. Tous les repas pendant l'ascension et la descente, comme de raison. Les entrées au parc, 3 bonbonnes d'oxygène qui nous suivent. Toute l'eau pour la montagne filtrée. L'accueil, l'assistance 24 sur 24, location d'une location de dépression. Moi, je mieux avoir une question de décompression avec nous autres. Si jamais il arrive un problème, on est assuré. Parce que rendu à 4008, si quelqu'un y arrive de quoi, je vais autant avoir le caisson que de ne pas l'avoir puis commencer à redescendre. Ce qui n'est pas inclus, c'est les vols internationaux. Quand on a regardé pour le vol de groupe, ça tournait autour de 2500. On a réussi à trouver quelque chose avec KLM qui est autour de 2060 à peu près. Donc, il y a 500 $ de moins. Les pourboires au trek, selon l'équipe, ça peut jouer entre 3 et 400 pour l'équipe. Vous avez vu la quantité de monde et de guides et de cuisiniers. C'est à peu près autour de ça que ça va jouer. Puis le visa de la Tanzanie à faire en e-visa avant de partir, qui tourne autour de 50 $ US. Très important d'avoir une bonne assurance parce que si jamais les frais liés à un abandon, les gens sont obligés de redescendre, puis rendus là, on les amène à une clinique ou à un hôpital ou d'un hôtel, c'est pas inclus. C'est sûr que ça nous prend une assurance. De toute façon, avant même de partir, moi, j'exige que tous les gens ont une bonne assurance de voyage et que c'est inclus dans l'assurance, que les assurances savent qu'on s'en va faire un trek à 5895 mètres dans le Kilimandjaro. Pour être certain que s'il arrive un problème, que l'assurance a dit oui, je suis au courant, je couvre. L'extension Safari, pour ceux qui veulent le faire, donc c'est vraiment pour partir d'Arusha et faire les grands parcs. Donc le parc Tarangire, Ngorongoro, Serengeti. Et c'est 6 jours après. C'est pendant 6 jours. Mais ça, on avait mentionné, Pierre, là, je viens de penser, mais s'il y a des gens qui ont des questions sur le trek et qui savent que l'extension, mettons, ne les intéresse pas, mais en fait, ne quittez pas parce que j'ai d'autres informations à dire, là, mais plus comme si vous ne voulez pas perdre vos questions par rapport au trek, s'il y en a qui veulent en poser tout de suite, là, on pourrait. C'est ça. Sinon, on peut présenter aussi l'extension, puis on prendra les questions de toute façon après, là, mais s'il y a des trucs qui vous popaient tout de suite que vous voulez qu'on adresse, ça va nous faire plaisir. Bon. Voilà. On va c'est toi qui es le maître des slides. Oui, on va passer à l'extension alors, puis j'imagine qu'il y a d'autres questions pas prompt. Là, avec l'extension, ceux qui vont le faire, on fait ce qu'on appelle l'essentiel du Nord, c'est vraiment la partie du Nord. Vous allez voir que là, on est dans vraiment d'autres choses complètement. On est parti de la montagne en haut dans le très aride et là, on va tomber dans quelque chose que vous allez rêver. Je ne sais pas si tu peux changer de slide. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Out of Africa, le souvenir d'Afrique. Si jamais vous décidez de prendre la partie safari en extension, regardez ce film-là avant d'y aller. C'est vraiment les mêmes images que vous allez voir. C'est vraiment c'est magique. Donc, on va partir la première journée de Arusha. On va s'en aller vers Tarangire, dans le parc de Tarangire, et on va avoir des lodges toutes les fois où est-ce qu'on va aller dormir. Donc, on va avoir des lodges et des tentes. Donc, la première nuit, on va se rendre au Conservé Tarangire. Vous allez voir. Et les images que vous allez voir, c'est vraiment ce qu'on va voir dans le parc. Nos dîners aussi sont toujours pris en pique-nique pendant le safari. Et on est en Jeep. Est-ce que la slide bouge? Ou... Oui. OK. Vous voyez le genre de Jeep qui est là?
Généralement, dépendant du nombre de personnes qu'on est, c'est des Jeeps à 4 ou 6 places. Donc, si on est 8, ça va être deux Jeeps de 4. Si on est 6, ça risque d'être un Jeep à 6. Si on est 10, parce que c'est un tarif 6 à 10. Là, on revient au Jeep. Je veux juste expliquer quelque chose sur le Jeep. Vous allez voir le Jeep. Le toit, c'est un toit solide qui ouvre. Donc, lorsqu'on se promène dans la savane pour aller voir les animaux où est-ce qu'ils sont, le toit il est fermé. Et on est assis, il y a les vitres de chaque côté. On peut les ouvrir ou les fermer. Et on s'en va dans la savane, donc il n'y a pas de poussière qui rentre dans le Jeep. Lorsqu'on arrête pour prendre des photos puis de regarder les animaux, on lève le toit et là, tous les gens se lèvent debout, on a assez d'espace et là, on peut prendre des photos. Les animaux ont l'impression que quand ils voient le Jeep avec les gens dedans, ils ont l'impression que c'est un autre animal. Donc, ils n'ont pas peur des Jeeps, ils n'ont pas l'impression que c'est quelque chose qui dérange. Fait qu'ils passent à côté de nous comme si de rien n'était. Ce qui fait qu'on est capable de s'approcher très près. Le baobab, je vous en montre un exemple parce qu'il y en a plein, plein, plein. C'est des arbres il y a des arbres qui ont plus que 2000 ans d'existence. C'est un arbre qui est gorgé d'eau. Il y a plein d'animaux qui se nourrissent de ça. Ils vont aller se nourrir après les racines, pas les racines, mais après le tronc. Et c'est assez impressionnant parce que c'est un immense tronc, puis il y a juste une touffe au-dessus de l'arbre. Donc, puis il y a plusieurs baobabs. On se promène, on voit des zèbres. Les zèbres, ça, c'est probablement ce que vous allez voir de plus. Il y en a tout le temps. Et avec les zèbres, il y a souvent les gnous. Donc, on s'en va dans le parc Tarangire. Fait qu'on voit la rivière Tarangire. Dépendant de la période, généralement, il y a des périodes où est-ce qu'il y a le plus d'eau, des fois moins d'eau. Nous, on est dans la période plus sèche. Il y a moins d'eau. Le côté intéressant, c'est qu'on voit plus les animaux parce qu'ils s'en vont directement dans les endroits pour boire. Ils suivent l'eau. Hein? Donc, souvent, il y en a qui vont me demander, est-ce qu'on va voir la migration? On est toujours dans la migration parce que les animaux, ils partent du Masai Mara au nord au Kenya, qui est à peu près 5 du Serengeti, et qui descendent tout le Serengeti. Ils viennent après ça remonter du côté de la Victoria, puis ils remontent en haut. Fait qu'ils sont en migration à l'année. Fait que dépendant des mois, les Jeeps, on va se rendre vis-à-vis où est-ce qu'ils sont. Girafe encore. Cheetah. Je cherche le terme en français, là, je ne sais pas, mais c'est un cheetah. Nos pique-niques, on fait des pique-niques tous les midis ou le soir, des fois, dans chaque camp que vous allez avoir, dans les lodges ou dans les tentes, on peut toujours avoir une coupe de vin, s'asseoir dehors, regarder la savane. Dans la savane, on voit les Maasai sortir et s'en aller dans leur village. Parce que les Maasai sont encore très nomades. C'est le camp où est-ce qu'on va aller. C'est des tentes. Vous allez voir l'intérieur des tentes. C'est pratiquement mieux qu'une chambre d'hôtel. On mange, la nourriture est excellente. L'eau est toujours filtrée. Nourriture est toujours lavée avec de l'eau filtrée. Donc, il n'y a pas de problème à manger la nourriture là. Et vous voyez les genres de tentes dans lesquelles on est. Fait que des planchers durs. Vous avez toujours une toilette, salle de bain, douche, eau chaude, l'électricité est au solaire et donc on est vraiment, vraiment, vraiment confortable. Et toutes les nuits, il y a des Maasai qui travaillent pour les lodges et les camps qui font la run autour du camp, ce qui fait que s'il y avait des animaux sauvages, parce que vous savez que les animaux sauvages vivent plus la nuit que le jour, donc il y a toujours les Maasai qui font le tour pour s'assurer qu'il n'y a pas d'animaux qui viennent dans les camps, qui sont toujours à l'extérieur des camps. La deuxième journée, on repart, on mange au camp et on part vers Karatu. On s'en va vers pas loin du Ngorongoro. Et comme je vous disais, 1h30 de route, on traverse dans les parcs encore. Et on s'en va toujours à la recherche des animaux jusqu'au Serengeti. Il y a encore des zèbres. Les zèbres, vous allez en voir plusieurs. Les gnous, en général, reviens. Les gnous, ne sont jamais loin des zèbres parce qu'entre deux, le gnou a une très bonne odorat et le zèbre a une mauvaise odorat, mais le zèbre voit mieux que le gnou. Ce qui fait que quand il y a un animal qui attaque, les deux se protègent un et l'autre. Et les gnous, on voit ça en bande de 500, 1000 et qui bougent en même temps. Quand on parle de la grande migration, c'est souvent, on parle pratiquement tout le temps des gnous qui bougent, qui traversent les rivières, qui sautent. C'est vraiment ça. Et c'est impressionnant parce qu'on est dans un Jeep et on les voit traverser en avant de nous. Il y en a partout, partout, partout.
Des lions, on va en voir. C'est vraiment l'animal que tout le monde veut voir aussi, pratiquement. Là. Il y en a partout. Encore. Le pique-nique, le midi. On rencontre des Maasai. Les Maasai vivent encore dans cette région-là. Et comme je vous disais, les Maasai, c'est des nomades. Fait qu'ils se font des villages, des petits villages faits de branchailles et de huttes. Ils vivent à l'intérieur. Et le soir, ils ferment le tour du village avec des branchailles et ils se protègent comme ça. Quand on va voir des Maasai dans les villages ou dans les villes, c'est parce qu'ils sont rendus sédentaires. Mais la majorité des Maasai sont encore très, très nomades. Ils vivent, on les appelle les pèlerins, parce qu'ils vivent ils gardent des vaches avec eux, et ils se promènent avec eux. Et ils se nourrissent encore du sang des vaches. Ce n'est pas des gens qui mangent de la viande, ils se nourrissent du sang de la vache. Des gens hyper, hyper sympathiques, très gentils. Et c'est des gens qui sautent. Quand vous les voyez, ils sautent, mais ils courent. C'est des coureurs. Donc, l'hôtel, le Ngorongoro, où est-ce qu'on va aller pour aller dormir? C'est un lodge. On n'est pas dans une tente, mais je veux dire, quand vous regardez de la tente de tout à l'heure, on est à peu près dans l'équivalent en termes de qualité et de qualité d'hébergement. Le soir, on arrive, on mange, on voit le Ngorongoro qui est en arrière. Je vais pouvoir vous montrer demain, on s'en va là, de la journée d'après. Donc, on part du Karutu. Non, c'est l'autre journée d'après, excusez. Donc, on part du Karutu, puis on s'en va dans le centre du Serengeti. Le Serengeti, c'est vraiment la place, la grande place des grandes migrations. Et c'est des grandes, grandes plaines. Et c'est là qu'on voit le maximum d'animaux. Parce que la migration se fait là et tous les animaux sont là parce que c'est là qu'il y a le plus d'eau aussi. Et le soir, on va dormir dans un camp. Vous voyez les jeeps que je vous expliquais tout à l'heure, on les voit encore. Et on est à travers les gnous comme ça. Ça, c'est vraiment, ça, c'est comme ça qu'on voit les gnous qui se promènent à travers les champs. Il y en a beaucoup, hein? Les lions qui dorment soit dans les arbres, oups, là, ça va peut-être un petit peu. C'est rare qu'on voit des lions dans les arbres. Et si on est chanceux, on peut tomber dans une période des amours des lions aussi. Parce que des périodes, c'est jamais la même période, là. Puis il y a des périodes où est-ce qu'on tombe dans la période nuptiale des lions et des lionnes. Donc, le camp que je vous disais où est-ce qu'on était pour être, on va passer la nuit dans ce camp, salle à manger, dans des tentes, le lit, encore dans les tentes. Donc, on repart, OK, là, on est encore dans le centre du Serengeti, fait qu'on va se promener encore et on va faire notre pique-nique dans le parc et on revient dormir au même camp où est-ce qu'on a vu la nuit, où est-ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'autre slide. Il y a des gens qui, à certains endroits, on est capable de louer des montgolfières. Fait que si on veut ça, il faut le demander avant de partir pour que je puisse demander là-bas pour être sûr que si une journée, il y a des gens qui disent « Moi, j'aimerais ça essayer une montgolfière », on le fait. Un point à retenir, par exemple, c'est qu'une montgolfière, quand elle est dans les airs au-dessus des animaux, les animaux, ils ont peur. Quand je vous disais une Jeep, ils n'ont pas peur de ça parce que pour eux autres, c'est la grosseur d'un animal, ils pensent que c'est un animal. Mais une montgolfière qui fait avec le feu en haut, puis qui a la voix au-dessus d'eux autres, ça, ils ont peur de ça. Fait que souvent, la montgolfière, elle passe, puis là, les animaux commencent à bouger puis à s'en aller parce qu'ils ont peur de la montgolfière. Les hippopotames, qui ont l'air des animaux innocents, mais c'est des animaux les plus dangereux. Le buffle et l'hippopotame, ce sont les deux animaux les plus dangereux de l'Afrique. Donc, on les voit de loin. On ne va pas trop les voir de proche. Les guépards. On retourne à notre camp pour la nuit. Et on revient vers Karatou et on va se rendre au Ngorongoro. Le Ngorongoro, j'ai mis la carte parce que c'est un cratère, mais ce n'est pas un cratère de volcan. C'est un cratère, c'est une caldeira qui est arrivé probablement une immense météorite il y a des millions d'années qui a tombé là et qui a fait éclater. Donc, il s'est fait une caldeira et dans le fond, il y a un grand, grand lac et tout le tour, c'est fermé par le cratère et les animaux descendent à l'intérieur pour aller boire de l'eau et s'installer là. Et c'est aussi l'endroit où les éléphants rendus trop âgés descendent dans
là, on est dans le fond, justement, puis là, on voit toute la calderas autour. Et quand les éléphants descendent au fond, ils ne remontent plus jamais. Ils restent là jusqu'à leur mort. C'est un peu comme les CHSLD des éléphants. Ils s'en vont passer leurs derniers jours là. Donc, il y a des éléphants qui peuvent passer 15 ans encore là, mais ils ne remontent plus jamais parce qu'ils sont trop vieux. Il y a des flamants roses, il y a des zèbres, il y a des buffles, il y a vraiment toutes sortes d'animaux qui sont là. On continue. Il dit les rhinos. Et on en profite pour faire un pique-nique dans le parc. Donc, on va descendre le tour de la calderas, on va descendre en bas, on va tout traverser, on va aller près du lac. Et autour du lac, là, on s'installe, on fait notre pique-nique et tranquillement, on va repartir pour revenir à notre camp, le Norongoro, le lodge du Norongoro, qu'on avait dormi la veille. Le jour 16, on va repartir de Karatou pour s'en aller vers Arusha. Et on va arrêter en s'en allant dans un village qui s'appelle Mto Wam Embu. On va le voir l'autre slide. Où est-ce que là, maintenant, il y a des Maasai qui sont là, qui vivent là maintenant. Donc, c'est sûr que le gouvernement aimerait bien tous les mettre sédentaires, mais ils ne sont pas tous sédentaires. Non, mais ceux qui sont là sont sédentaires. Mais en même temps, vous allez pouvoir voir un peu leur façon de chanter, leur culture, faire des achats aussi, des souvenirs. On arrête les gens là pour ça. Il y a un marché. Donc, on rentre dans le marché, vous pouvez magasiner. C'est la bonne place pour faire des achats avant de repartir de la Tanzanie. Parce qu'après ça, on s'en retourne vers Arusha, des légumes. Et quand on va retourner à Arusha, la dernière journée, là, on va partir d'Arusha pour s'en revenir, prendre notre vol et revenir, qui est les mêmes heures de même vol, la même compagnie que l'autre si les gens partent directement après le safari, après le trek, excusez. Le safari, vous avez des prix ici, il est 3 879 ou avec la carte de crédit 3 979. Donc, vous avez le service d'un guide de chauffeur francophone avec le véhicule 4x4 privatif. Donc, le groupe 6, 8 ou 10, c'est privé. On est en privé, ce qui veut dire que si on est 2 Jeeps, on va tout le temps se suivre avec des chauffeurs guides, puis on reste ensemble toute la journée. Le soir, on n'est pas privé dans les lodges ni dans les camps, mais on est privé ensemble dans la journée, notre pique-nique, etc. On est dans les véhicules. Dans chacune des Jeeps, vous avez des jumelles, vous avez des livres sur la faune qu'on va voir, l'hébergement en chambre double dans les établissements, pension complète pendant le safari, les entrées au parc, des activités telles que mentionnées, thé, café à bord du véhicule, 1,5 litre d'eau par jour, par personne, l'assurance locale des Flying Doctors. Ça, s'il arriverait quelque chose avec un animal ou quelque chose, où il y a un docteur qui va venir, ça, c'est inclus dans leur safari, notre assistance 24/24. Non inclus, repas non mentionné, ben, ils sont. Oups, revient. Les boissons, c'est quand vous arrivez au camp le soir, vous décidez de prendre une coupe de vin, c'est pas inclus. Les pourboires, pour le guide chauffeur, c'est 20 à 25 US par jour. Et le visa, ben, si vous l'avez pris, on l'a pris pour le trek, donc on oublie ça. Et les dépenses personnelles que vous feriez pour faire des achats. On continue. S'il y en a qui décident d'aller à Zanzibar au lieu d'aller faire le safari, ou qui diraient, moi, je veux me rajouter 3 jours de plus après le trek, puis le safari, puis je m'en vais à Zanzibar. Zanzibar, c'est une île qui ressemble un peu aux Seychelles ou aux Maldives, sable blanc. Moi, j'ai un petit package qui est en bas de 1 000 là, pour les gens qui, d'Arusha, pourraient prendre un vol, s'en aller 3 jours là, dormir dans un hôtel sur le bord de la mer et relaxer et revenir à Arusha pour visiter avant de repartir puis prendre le vol pour repartir d'Arusha et s'en tourner, pas d'Arusha, excusez, de Zanzibar et de s'en venir vers le Québec. Dans le package, le vol d'Arusha à Zanzibar est inclus, les 3 jours, les 2 nuits, les repas en demi-pension à l'hôtel, plus le transfert pour l'aéroport après. Et voilà. Génial! Ben, un gros merci, Pierre, pour la présentation. Nous, en gros, à la Fondation, en fait, là, le défi sportif, les prix que Pierre vous a présentés, là, le coût que ça coûte pour faire le défi, ben, c'est la même chose que vous participiez au voyage de la Fondation dessus ou que vous bookiez votre voyage directement avec les Sentiers du Monde. Donc, il n'y a pas une cote supplémentaire qui est en don à la Fondation. La Non, façon dont le... je le diminue même pour la Fondation pour que les gens ça coûte moins cher. C'est ça, donc la façon dont l'initiative elle est lucrative puis qu'on peut remettre en fait des sous
au département, puis à la santé, puis à la recherche, ben, c'est via une levée de fonds. Donc, on demande en fait que les participants fassent une levée de fonds d'un montant minimum de 3 000 Et sachez que dans toutes les éditions du voyage, il n'y a jamais eu de gens qui n'ont pas été capables d'atteindre le 3000. Ça peut faire un gros montant comme ça au départ, mais nous, ce qu'on vous fournit, en fait, c'est un lien pour créer votre plateforme de collecte de dons en ligne. Et ce qu'on remarque à travers les années, c'est que la force des réseaux sociaux en soi est un moteur, puis que la majorité des gens atteignent leur objectif aisément juste avec la force des réseaux sociaux. Je veux dire, vous vous lancez dans un défi sportif qui est extrêmement impressionnant, qui est un dépassement de soi. Donc, souvent, là, ça amène les gens à vous soutenir là-dedans puis à faire un don. Et en plus, nous, c'est ça, donc on vous offre une plateforme de dons en ligne. On peut aussi vous offrir des gabarits de lettres et de courriels, des boîtes de dons, toute autre méthode là, qui peut vous aider. Nous, dans le fond, la Fondation du CHU, on vous soutient à 100% dans cette collecte de dons-là. Puis je voulais vous montrer un exemple là, d'un formulaire de dons. Ça peut ressembler à quoi? Yolande, je savais pas que tu allais être connectée, mais j'ai pris ton formulaire en exemple. Fait que vous voyez là que il y a le petit exemple de vous pouvez mettre votre message avec la cause que vous avez décidé de choisir parce que oui, vous pouvez choisir un département ou un service qui vous touche particulièrement. Donc, des fois, on a des histoires dans notre famille ou dans notre entourage de des gens qu'on connaît qui sont passés par un département ou qui ont vécu une situation particulière. Fait que c'est tout à fait possible de dédier votre don, en fait, de dédier votre collecte de dons à un département précis si le cœur vous en dit. Puis, tu sais, sinon, ben absolument là, que tout l'argent va être déposé dans ce qu'on appelle notre fonds des besoins prioritaires. Fait que ça va absolument à ce qui est urgent là, donc à l'hôpital. Fait que c'est sûr que les dons font une différence. Et s'il y a des gens qui s'inscrivent en couple ou, mettons, mère-fille ou amis et qui se disent, bon, mais nous, on a le même réseau, on pense que les gens, il y aurait de la difficulté à choisir à quelle campagne donner, mais c'est possible de fusionner, donc de dire, on fait un formulaire. L'objectif, toutefois, il est comme doublé, là, ça va être 6 000 à amasser, mais c'est possible de vous fusionner à ce moment-là pour rendre plus facile votre collecte de dons. Fait qu'il y a ça qui est en parallèle de votre préparation physique. Alors, en gros, résumé de tout ce qu'on vient de se dire dans la dernière heure, je vais vous envoyer un courriel là, ce soir qui résume les grandes lignes de la présentation. Et on rappelle que la date pour s'inscrire, c'est la limite, c'est le 1er janvier 2026. Donc, l'inscription, elle est confirmée une fois que vous faites le dépôt là, de 2000 aussi. Donc, on y va vraiment avec un système de premier arrivé, premier servi. Comme on disait, là, le voyage, pour que ça fonctionne, c'est entre 12 et 15 participants. Donc, à 12, on confirme le groupe. Puis, on peut se rendre jusqu'à 15. Alors, une fois que le groupe est confirmé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter le matériel requis. On va faire des sorties préparatoires. On a aussi des rencontres préparatoires, là, notamment avec un médecin qui est un pneumologue qui va pouvoir nous parler de l'altitude, des risques avec ça. Fait qu'on on vous prépare vraiment au niveau de la documentation. Puis après ça, par contre, ben, c'est de la responsabilité de tout le monde de s'assurer de respecter ce guide-là qu'on vous fournit d'entraînement pour se rendre prêt pour le voyage. Donc, on rappelle là, les deux choix qu'on offre, nous, c'est ben, le trek au Kilimandjaro, donc qui était le 5369 avec les vols à 2000 ou l'option du Kili Safari, qui était là, le 9300 plus les vols. Puis, ce serait là, le moment où je me demandais si Yolande, t'avais envie ou quelqu'un d'autre là, de parler de votre expérience que vous avez vécue. Je ne sais pas s'il y en a qui ont envie de partager. Avez-vous des questions? Sinon, moi, qu'est-ce que je peux dire, c'est que je disais au début de la rencontre qu'on envoie beaucoup des sondages post-événement, là, puis je peux vous lire quelques commentaires qu'on a reçus par rapport à l'expérience des gens. Donc, il y a des gens qui ont dit, pour moi, le trek a été le plus beau cadeau que je me suis fait dans ma vie. Très beau défi, belle entraide avec les participants et les guides. Les liens créés lors de ce défi,
l'esprit de soutien, la collaboration, l'entraide, l'empathie resteront à jamais gravés dans mon cœur. J'ai tout aimé. Puis, très belle expérience, je recommande à tous. Fait que ça peut peut-être juste vous donner là, une idée de ce que les gens à brûle-pour-point le lendemain de revenir d'un défi ont ressorti dans leur formulaire de sondage. Fait que pour que vous ressentiez l'esprit de groupe qui se crée vraiment puis qui est très fort. Puis c'est ça, là, tu sais, réussir un défi comme ça en groupe, ben c'est sûr que ça fait qu'on surpasse, ça fait qu'on fait des exploits qu'on n'aurait peut-être pas réussi seul. Fait que c'est un peu ce que nous on propose, là, un défi sportif humain qu'on fait pour les humains, donc pour ramasser de l'argent pour la santé. Fait que c'est ça si vous embarquez dans le défi sportif. Fait que je sais pas s'il y en a qui avaient des questions, tant pour le trek, tant pour le socio-financement, tant pour l'extension, on est là pour ça. Oui, moi, j'aurais une question. Pierre, je ne sais pas si tu sais, mais c'est quoi le taux de réussite au niveau de l'altitude pour le Kilimandjaro? 85. 85? Ouais, 85%. On a choisi la route pour s'assurer que c'était celle on pouvait possiblement presque tous le faire ou tout le faire. Mais ils calculent que 85% des gens le font. J'avais une question. Ceux qui ont fait 5000 en général sont capables de faire 5800. Puis si on compare avec le Pérou, Pierre? Oui, bien c'est ça. Si vous avez fait 5000, ce qui est ton cas à toi, oui. le 5800, c'est moins difficile que le Pérou en termes de technique, parce que le Pérou, on avait des bonnes falaises à monter, les matins importants. Le Kili, il y a moins de falaises hautes de même, à part de la dernière. Mais quand tu es rendu à la dernière, ça fait déjà 6 jours qu'on est en montée. Donc, le temps d'acclimatation, on a plus de temps. Pérou, là, on avait moins de temps d'acclimatation. Donc là, on a plus de temps. Et il est moins technique, je dirais, que le Pérou. Le Pérou, on avait des bouts là, que c'était quand même assez... ça montait. Donc, mais ceux qui ont fait 5000, généralement, 5008, là, c'est plus... on est capable. Il n'y a vraiment pas de problème. Là. OK, merci. Fait que si jamais il y en a qui ont envie de poser des questions aussi, puis de rester connectés parce que leurs questions, ils ne veulent pas les poser devant tout le monde, c'est bien correct. Nous, moi et Pierre, on va rester connectés un peu. Puis sinon, ben, pour les autres, comme je vous disais, moi, je vais vous envoyer un courriel qui résume. Puis après ça, là, les inscriptions seront lancées. Fait qu'un gros merci d'avoir été avec nous. Puis au plaisir de se lancer dans l'aventure avec vous. Merci beaucoup. Merci Pierre pour ta bonne explication. Au plaisir de te revoir. Ça fait plaisir. Tu vas être là, je présume, au Kilimandjaro? Oui. Oui, c'est certain que je le fais.